Alexandre Jodorowsky, pourquoi je pose ça sur le tapis? Parce que c'est quand même l'influence majeure et massive de ces fameuses nouvelles constellations. Alexandre Jodorowsky, la grosse différence, puisqu'il s'agit de thérapie, c'est que c'est un artiste. Dans ce milieu de la thérapie, rares sont les gens qui viennent du milieu artistique. Donc ça fait quand même une différence fondamentale. C'est quelqu'un qui vient du milieu artistique, qui passe par quelque chose qui est de l'univers symbolique, c'est-à-dire le tarot. Dans son parcours, c'est d'abord l'art, ensuite le tarot, ensuite l'arbre généalogique, ensuite les actes psychomagiques. Donc je le résume. L'art l'a amené à l'univers symbolique, ça on peut comprendre. L'univers symbolique l'a amené à étudier le tarot et à découvrir la magie de ce support symbolique. Il y en a plein, de supports symboliques, mais de ce support symbolique pour l'inconscient. Ça l'a amené à pouvoir parler, j'allais dire directement, mais en tout cas sans gros détour, à l'inconscient à l'aide de ces cartes du tarot. Donc de pouvoir communiquer l'inconscient à l'inconscient à l'aide de l'univers symbolique. En communiquant comme ça, il s'est aperçu qu'on tombait quand même assez souvent sur des problèmes de papa-maman. Des problèmes de papa-maman en problèmes de grand-papa-grand-maman, etc., etc. Il a commencé à construire son arbre généalogique. Sur 4 étages, puisque effectivement le tarot est fait de 4 éléments. Ça, on en reparlera, s'il faut. Et un moment clé quand même de cette avancée, c'est il ne s'est pas arrêté là. C'est une grille de lecture. Toute belle qu'elle soit, c'est une grille de lecture. De cette grille de lecture, il a pu décoller, à mon avis, en se disant que de temps en temps, quelqu'un comprend quelque chose en regardant la grille de lecture, et ça lui fait une illumination, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas général. Ce n'est pas parce qu'on sait d'où ça vient qu'on change. Ce n'est pas parce qu'on sait où on a mal qu'on n'a plus mal. Donc il a un peu, grâce à son côté artistique, il a un peu décollé du fameux savoir. C'est sûr qu'on a besoin de sens, ça nous fait du bien de donner du sens aux choses. Mais il a été plus loin, il a créé les actes psychomagiques, parce qu'il s'est aperçu qu'on ne changeait qu'en faisant quelque chose. Une vraie compréhension, c'est quand elle est suivie d'un acte. Autrement, elle va partir en bibi. Elle ne va pas rester. Un vrai changement, une vraie compréhension est forcément associée à un faire. Du coup, il a créé quelque chose quand même qu'il a modélisé. Qu'il a modélisé parce qu'il a beaucoup travaillé avec des chamans, avec des guérisseurs, donc il n'a quand même pas sorti de nulle part, il a vu faire. Il a créé ce qu'il appelait les actes psychomagiques. En gros, ça consiste à faire quelque chose qui parle directement à l'inconscient. On rentre dans l'ordre du rituel. Et c'est ce qu'on va retrouver comme dynamique dans les constellations. La puissance du rituel, qui parle directement à un niveau d'être beaucoup plus profond que notre petit mental. Alors, il se sert de plein de choses pour faire ces rituels. Il se sert effectivement de la symbolique du tarot, puisqu'il est là-dedans, de la symbolique universelle, entre guillemets, il y a des symboles qui fonctionnent quand même pour la planète entière, et il se sert de l'arbre généalogique. Notre arbre généalogique est plein de symboles. Si mon grand-père était champion de vélo, le vélo est un symbole positif dans ma représentation familiale à moi, personnelle, profonde. Donc il y a aussi les symboles qu'on va trouver en faisant un arbre généalogique dont on va se servir pour fabriquer un acte. Voilà pour le trajet d'Alexandre. D'accord ? Le mien, vu que j'ai dit le mot souffrance, je pense que le mien est assez marqué par ça. Depuis assez petit, c'était quand même la question de mais à quoi ça sert qu'on souffre ? C'est un truc qui m'a quand même pas mal, ça me paraissait complètement aberrant. Que si tout a du sens, où était le sens de la souffrance ? Ça me paraissait ridicule de souffrir. Donc j'ai fait pas mal de choses pour essayer de lutter contre ça, ce qui était stupide, mais je l'ai fait. Et d'où peut-être le fait que je sois devenu thérapeute. Jusqu'au jour où j'ai découvert certaines choses que je voudrais partager avec vous.
Une autre chose, c'est effectivement, après, bien sûr tout ça, ça a du sens aussi dans mon arbre. Je peux vous le décrypter si ça vous intéresse dans l'arbre généalogique, on voit d'où vient effectivement de vouloir guérir certaines souffrances. Puis d'où vient après d'avoir été chercher des maîtres. Tout ça, ça peut aussi se décrypter à travers mon transgénérationnel. Bien, ça donne des trajectoires qui vont faire des constellations un peu différentes. Est-ce que j'attaque tout de suite par les constellations? Moi, je préférerais presque. Ou est-ce que vous avez besoin d'un petit débroussaillage en psychogénéalogie? Ceux qui ne connaissent rien en psychogénéalogie, ceux qui vraiment n'ont jamais entendu parler, est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux que ça gênerait? Bon, je vais juste en parler de façon des petites différences avec Alexandro. C'est-à-dire la particularité en psychogénéalogie d'Alexandro. Ça va? Je vais essayer que ce soit assez rapide, mais c'est pas évident. Je demande à ceux du premier rang de dynamiser si c'est trop long. D'accord? Symbolique du tarot. Ceux qui ne connaissent pas, on a 4 cartes comme cœur, pique, carreau et trèfle. Hein, on a 4 cartes, l'épée, la coupe, le bâton et le denier. Avec une symbolique qui est l'épée, l'ordre de l'intellectuel, ça va, la coupe, l'ordre du cœur, le bâton, l'ordre de la libido. Quand je dis l'ordre, c'est un pont symbolique vers la libido, et le denier vers le physique. Ça va? Et là, on va mettre arrière-grands-parents. Là, on va mettre les grands-parents. Là, on va mettre les parents. Et là, on va mettre la fratrie. Donc, c'est une manière de travailler un petit peu différente que le génosociogramme, pour ceux qui connaissent la psychogénéalogie. Qu'est-ce qu'on cherche? Je vais le faire rapidement. Le fait qu'il y ait 4 éléments nous permet de faire des ponts différents. C'est-à-dire que comme on va travailler par exemple les arrière-grands-parents en rapport avec le monde de l'intellect, on a là toute la notion du savoir qui a été transmis. Et très souvent, ce savoir-là, en Occident, il est quasiment nul. Ça veut dire que quand on fait un arbre comme ça, si vous avez une feuille de papier, ceux qui n'en ont jamais fait, et que je vous demande de remplir les étages, là, ça en général c'est assez vide. Ce qui est très occidental. On ne sait rien du tout sur nos racines. Et c'est marrant parce que, en logique symbolique, nos racines, c'est ce qui fait notre intellect. C'est ce qui fait qu'on sait d'où on vient, qu'on sait d'où on va. Il y a vraiment cette notion-là, il y a 2 mots-clés, patrimoine et patronyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre patrimoine culturel qui est là, nos ancêtres. D'accord? Et le patronyme, c'est le nom qui vient de, j'allais dire la nuit des temps, mais pas forcément. Là, ça peut être intéressant de savoir que veut dire le nom que je porte et quelle est l'histoire de ces arrière-grands-parents. Bon, il y a une petite ruse, c'est que les arrière-grands-parents, ils représentent aussi tout ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire les générations qui sont au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit en psychogénéalogie qu'un simple, c'est un peu exagéré, mais une simple chose comme la Saint-Barthélemy, qui, là je parle en France, ça vous parle, l'histoire française? Je fais un petit... La Saint-Barthélemy, qui est une histoire horrible, mais assez ancienne, peut marquer encore aujourd'hui des familles. Peut-être, je vois, vu à vos têtes, il faut peut-être que j'explique le processus quand même. Je vais expliquer un petit peu le processus. Il est très simple. Imaginez, c'est de l'ordre du réflexe, hein. À force de me brûler, quand je dis moi, je pense à l'homme de Cro-Magnon, hein, à force de se brûler, on chope un réflexe. Ça devient neurologiquement naturel
dès qu'on sent la chaleur, de se retirer. Mais il a bien fallu que plusieurs fois, il se passe des petits problèmes pour que ce soit intégré. C'est exactement la même chose qui se passe en transgénérationnel. C'est-à-dire que je vais digérer une information et la transmettre. Comment je digère une information? Imaginez, exemple tout simple, que quelqu'un soit arrivé en retard à un convoi et en soit mort. Anecdote historique. Il suffit que ce soit, on va parler de par là, hein, il suffit que ce soit très mal digéré autour, et il y a de quoi quand même, de se dire, s'il était arrivé à l'heure, il ne serait pas mort, il y a de quoi mal le digérer. Il suffit que ce soit très mal digéré autour pour que l'information passe, consciemment ou inconsciemment, aux enfants qu'il ne faut surtout pas arriver en retard. Et on retrouve des gens, plusieurs générations plus tard, qui ne savent pas pourquoi, mais qui de manière compulsive ne peuvent pas arriver en retard. C'est simple en fait, c'est juste une histoire de réflexe, c'est-à-dire survie. Pour survivre, j'ai un réflexe de retirer ma main quand il y a le feu, et bien psychologiquement on fait la même chose. Pour survivre, j'ai des informations psychologiques, et c'est ce que j'appelle les croyances, on en a un sacré stock. Parce que à chaque petit trauma, à chaque histoire, notre cerveau construit une croyance pour survivre. Attention, il n'y en a pas que des négatives, hein. Il y en a des positives. Mais on a tout ce stock, plus ou moins arrangé par les positives, qui font notre personnalité. Ça va, c'est clair? Et ça n'a pas besoin d'être verbalisé, tout ça. Ça passe par le non-dit. Une image dont je parle dans le bouquin qui est vraiment simple, c'est il y a un décor qui est une pièce bleue, par exemple. Un homme barbu me frappe dans cette pièce, ça me traumatise, je ne veux plus en parler. Qu'est-ce que je fais? J'enquiste. Tout traumatisme, c'est quelque chose que je n'ai pas digéré. Ça paraît simple. Vu que je ne l'ai pas digéré, je n'ai pas envie d'en remanger. C'est nauséabond. C'est un truc indigeste. Donc, je vais éviter tout contact avec cette chose-là. Tout contact psychique avec cette chose-là. Donc, ce coup que j'ai reçu dans cette pièce bleue, je vais faire une zone énergétique autour pour plus la toucher, cette zone. Puisque chaque fois que je la touche, je retombe dans quelque chose de non digérable. Il suffit qu'à un moment donné de ma vie, et en général enfant, parce qu'adulte, on réagit différemment, il suffit qu'à un moment donné de ma vie, j'ai cru fortement que je ne pouvais pas m'en sortir avec cette chose-là, pour que je l'englobe énergétiquement, et que ça me coûte beaucoup d'énergie, parce que on se balade dans la rue avec des tas de zones de nous enquistées énergétiquement pour ne pas y toucher. Pour continuer mon exemple, devant mes enfants, je parlerai de toutes les couleurs, j'oublierai la couleur bleue. Tout à fait inconsciemment. Je m'assierai à une table, j'aurai le choix, je ne me serai jamais à côté du barbu, je me serai à côté du non-barbu. Je suis en train au niveau de l'inconscient, de donner ces informations sans arrêt, autour de moi. Ce qui fait que je transmets barbu, chambre bleue, je suis en train de tout transmettre. Tout ce que je ne veux pas voir, par omission, c'est négatif, hein, par négatif, je le transmets autour de moi. Ça vous paraît clair? Ce qui fait que, sans le savoir, inconsciemment, mes enfants auront l'information que barbu, chambre bleue, etc., c'est dangereux. Et ils ne sauront même pas pourquoi, eux, par contre. Et ils la transmettront encore sans savoir pourquoi. Ça devient de plus en plus profond. Et voilà comment on peut transmettre des tas d'histoires, de génération en génération. Voilà comment ça s'explique. Après, ça c'est l'explication psychologique. Il y a une explication beaucoup moins psychologique, beaucoup plus étrange, en travaillant avec des orphelins ou avec des gens qui n'avaient même pas été en contact avec le niveau dessus. Des gens qui ne sont même pas en contact ont l'information quand même. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus mystique, c'est beaucoup plus étrange à expliquer d'un point de vue purement psychologique. Par contact, ça s'explique très bien. Tout ça, c'est venu... il y a eu plusieurs choses, mais il y a une chose importante, c'est les enfants qui faisaient des rêves de guerre, d'atrocités. On s'est aperçu que ça correspondait aux atrocités qu'avaient vécues les grands-parents, mais qui n'en parlaient pas. C'était tellement terrible que les grands-parents faisaient cette bulle-là. Et bien les enfants le rêvaient.
C'est comme ça qu'on a commencé à se dire, tiens, il y a quelque chose qui passe en psychologie. Ça va? Au niveau du mécanisme, ça c'est pour le processus. Donc qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? L'histoire et la géographie. Notre histoire et notre géographie. Puisqu'on est au niveau de la tête, on a besoin d'une histoire et d'une géographie. Et on peut comprendre déjà pas mal de choses. C'est quoi notre histoire? C'est-à-dire les grands phénomènes historiques, les grands traumatismes historiques qui ont marqué notre généalogie, peuvent nous influencer encore aujourd'hui. Je donnais l'exemple de la Saint-Barthélemy. S'il a fallu trahir sa religion, on a souvent des problèmes par rapport à ça, beaucoup plus tard. Parce que pour l'inconscient, la notion de trahison, ça c'est très judéo-chrétien, mais pour l'inconscient, la notion de trahison doit toujours se racheter, se payer par une maladie, se payer d'une manière ou d'une autre. Et notre géographie, les migrations et les émigrations. Puisque les migrations et les immigrations ne sont jamais anodines. D'un point de vue archaïque, on est des animaux grégaires. Une migration ou une immigration n'est jamais anodine. Elle a toujours un sens psychologique. Après, il faut voir qu'est-ce qu'elle a coûté en souffrance ou pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça. Et qui font des mémoires dont on hérite encore aujourd'hui. Ça va? On est dans les fidélités. On est vraiment dans les fidélités, parce qu'il y a la fidélité aux parents, etc., grands-parents, parents, et puis il y a la fidélité à ce que représentent les arrière-grands-parents, c'est-à-dire une terre. La fidélité à un lieu, et le lieu de nos racines. C'est sûr que dans notre société, on est tous en train de bouger, il y a des choses qui changent, mais clairement, les émigrations à cet étage-là et l'émigration ont vraiment un sens ils se donnent un problème de fidélité à ces racines. Alors ça dépend, on a pu partir pour raisons économiques, pour raisons politiques, etc. Et ces raisons-là vont se retrouver plus bas. Ça va? Déjà, rien qu'avec ça, on peut décoder pas mal de comportements. Bon, je vais faire vite. Je passe aux grands-parents. Grands-parents, étage de la coupe. La coupe, la notion d'amour. Bon, ça c'est logique, hein. Grand-papa, grand-maman. On est dans la notion d'amour désintéressé, puisqu'il ne s'agit pas d'éducation. Hein? Donc là, regardez, par exemple, dans votre arbre, est-ce que mes parents m'ont coupé de mes grands-parents, ce qu'on trouve souvent? Donc qu'est-ce qu'on en déduit, hein? Est-ce que mes grands-parents sont morts quand j'étais jeune? Puisque là, on est dans les premiers, là et là, on est dans les premiers rapports à la mort. C'est intéressant, au niveau du décodage d'un arbre, de voir votre premier rapport à la mort. Parce que c'est là que vous allez commencer à construire vos croyances. Parce que c'est tellement gros, la mort, c'est quand même le problème de l'humanité à intégrer dans tout. Les gens qui me disent, moi, la mort, ça ne me pose pas de problème, dès qu'on creuse un peu, j'y crois pas 2 secondes. Je pense que c'est un des gros problèmes d'arriver à intégrer cette chose-là. Donc enfant encore plus. Enfant, le premier rapport à la mort, on va être obligé de construire quelque chose. Si ce n'est pas une carapace, mais au moins construire quelque chose par rapport à l'apprentissage qu'on va tous mourir. Parce que si grand-père peut mourir, papa peut mourir, maman peut mourir, moi je peux mourir, etc. Ça descend en cascade. Donc, qu'est-ce que vous avez construit au premier rapport à la mort? C'est intéressant parce que vos religions, vos croyances mystiques, beaucoup de choses vont en découler. Donc c'est dommage de ne pas un peu décortiquer ça, parce que c'est tellement gros. Ce serait dommage de s'apercevoir que j'ai une croyance religieuse tout simplement parce qu'on ne m'a pas parlé au moment de la mort de grand-père. Et il n'y a pas que les croyances religieuses, il y a aussi, on peut s'apercevoir que j'ai toujours l'impression de ne jamais rien savoir, au niveau affectif, de ne jamais rien savoir, parce qu'on m'a caché des choses au moment de la mort de grand-mère. Ça va? Allez, ben on va aller vite, hein, les parents. Donc là, on en avait 4. Là, on en avait 8.
Et là, on en a deux. Sauf qu'il va falloir faire attention aux familles recomposées. Il y a le premier père, le deuxième père, jusqu'à... C'est important jusqu'à 15-16 ans. Donc s'il y a eu plusieurs pères qui sont passés, c'est important de voir chacun ce qu'ils ont inscrit. Il y a le père génétique, mais il y a aussi ceux qui m'ont éduqué. Là, on est dans l'étage du bâton, la libido, la création. La magie de la création, c'est la magie de la sexualité. On est dans l'étage de la sexualité. Donc, l'étage, pour un enfant, je dirais de mes dieux. Pourquoi de mes dieux ? On est les rares animaux qui sommes aussi longtemps dépendants pour notre survie de nos parents. Vu que je ne peux pas survivre sans eux jusqu'à un âge assez tardif, c'est forcément des dieux. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que pour moi, ils sont tout, et j'ai vraiment intérêt à ce qu'ils restent en vie, en harmonie et bien ensemble. À tel point que l'histoire que je raconte souvent, du petit garçon que j'ai eu en consultation qui était pris d'une paralysie, en fait, la veille, ses parents avaient parlé de divorcer, mais sans que lui soit là. Lui n'était pas là, ils ont parlé de divorcer, le lendemain, il fait une paralysie. Parce qu'il est prêt à se sacrifier pour que ce noyau-là, je vais reprendre l'autre, pour que ce noyau-là reste stable, sa survie en dépend. Donc lui, il préfère, pour plusieurs raisons, il préfère, lui, sacrifier certaines choses pour que ça reste stable, pour la survie, et aussi au niveau psychologique. Si je parle de Dieu, je pense que ce n'est pas par hasard, on a vraiment un rapport par rapport à nos parents de l'ordre du divin. Petit, le divin, il est là, papa, maman. Plus grand, on s'aperçoit qu'il y a un triangle beaucoup plus grand, d'accord ? Mais petit, il est de cet ordre-là. Papa, il sait tout faire, maman, elle est parfaite, ça, vous vous rappelez quand même un peu de ça, d'accord ? Donc il y a ce côté divin qui fait que, imaginez, maintenant on voit par rapport à Dieu, vous comprendrez mieux, si vous avez une notion de Dieu, imaginez que Dieu, on vous apprenne soit un pervers. Vous êtes mal. Vous êtes super mal. Votre système de valeurs, il part en bibine. Alors, si tout d'un coup, j'apprends que si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas avec papa ou avec maman, je vais plutôt porter moi la faute que de mettre en l'air ma solidité psychique qui est papa est un dieu, maman est une déesse. Là, je parle petit. Hein. Donc, ce qui explique aussi pourquoi je vais prendre sur moi. Parce que dans mon système de valeurs, je ne peux pas dire que maman est folle. Si je dis que maman est folle, la vie n'a plus aucun sens. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé une maman plus grande derrière. Je pourrais le dire quand j'aurai trouvé une maman plus grande. Derrière ou dessous. Mais tant que c'est elle qui représente la divinité, je ne peux pas, absolument pas m'attaquer à elle, sous peine de, et ça arrive, de péter un câble. Ça vous paraît clair ? Et on est à l'étage de la sexualité, donc on est à l'étage de toute la notion oedipienne qui se transmet ici. Deux Oedipes différents, mais ça on le retrouve en psychologie, donc c'est pas très spécifique à Alexandre Jodorowsky, pardon. L'Oedipe au père est quand même différent, l'Oedipe à la mère, mais ça c'est de la psychologie, on va faire l'économie de ça. On passe. Ça va, c'est très rapide. C'est comme ça intéresse aussi ceux qui connaissent un peu la psychogénéalogie, c'est pour montrer des différences avec la psychogénéalogie classique. Par contre, ceux qui ne connaissent pas, si ça vous paraît vraiment trop du chinois, vous levez la main, vous me le dites et je développe un peu. Ça va ? La fratrie. Là, on est au niveau du denier, c'est-à-dire dans la symbolique du tarot, au niveau du physique, du métier et de l'argent. Donc, on arrive ici à un niveau qu'on appellerait horizontal. C'est-à-dire que la fratrie, autant là, j'avais des rapports d'inférieur à supérieur, j'exagère, mais effectivement, de dépendant
à protecteur, de dépendant à protecteur, de dépendant à protecteur. Là, il y a un niveau horizontal, c'est ce niveau-là va plutôt définir psychologiquement comment vous allez vous comporter en société avec vos frères et sœurs, vos pères. Donc dans le boulot. Ce qui s'est passé entre les frères et sœurs va définir ça. Et là, on analyse plutôt des tas de choses comme tout simplement déjà le prénom. Un prénom ne peut pas être choisi par hasard. Là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être que je précise. Rien, pour moi, prenez-le comme vous voulez, n'est du hasard. Votre façon de vous tenir, votre façon de manger, votre façon de respirer, votre prénom, tout est congruent. Donc, d'autant plus le prénom. Parce que le prénom, c'est rare que les parents les choisissent comme ça à la roulette russe. Ou en piochant au hasard. Le prénom va vous montrer le fantasme des deux parents sur vous. Il y a vraiment cette notion que notre profondeur, et là je vais des fois dire notre profondeur, des fois dire notre inconscient, crie sans arrêt quelque chose que très souvent on ne veut pas entendre. Il le crie à travers nos maladies, il le crie à travers notre prénom, il le crie à travers notre manière de nous tenir, et il le crie à travers nos rencontres, il le crie à travers tout ce qui nous arrive à chaque minute de notre vie. Ça, vous allez peut-être avoir du mal à y croire, mais à force de faire des arbres, pour moi c'est devenu d'une évidence que j'ai presque du mal à discuter. C'est-à-dire que tout est déjà dit. Tout est déjà là, mais on ne veut surtout pas l'écouter. Toujours pour l'histoire de j'enquiste mon truc, j'ai enquisté un truc, et du coup moi je ne veux pas le voir, mais lui il n'arrête pas de parler à travers mes actes manqués. Il n'arrête pas de parler à travers mon corps. Et mon corps le dit sans arrêt. J'ai été battu, j'ai été abandonné, mais ce n'est pas forcément aussi fort. Ça a été vécu aussi fort. C'est vécu comme ça. Et bien, c'est là, et mon corps n'arrête pas de le dire tant que ça ne sera pas guéri. Mais moi, mentalement, je l'ai tellement bien enquisté que je ne suis même plus au courant que ça existait. J'agis comme un abandonné toute ma vie, et si on me demande si j'ai été abandonné, je dis non. Je l'ai tellement bien enquisté, mais non, moi ça s'est très bien passé avec mes parents, il n'y a pas de problème. Alors que la vie, sans arrêt, me met en face de ça. Mes actes, sans arrêt, vont répéter ça, jusqu'à ce que ça finisse à percuter. Et du coup, l'intérêt de faire un arbre, ça percute un peu plus vite. Ça devient, on voit des choses tellement grosses et tellement évidentes. Donc, sur les prénoms, vous connaissez, sur toutes ces transmissions, il y a la notion... réfléchissez à votre prénom et faites comme si vous ne connaissiez pas la langue belge, vous ne connaissiez pas le sens des mots. Dites-le, ce qu'on appelle le langage des oiseaux, comme s'il voulait dire autre chose. Essayez de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Et très souvent, d'autres informations arrivent. Les plus connus, René, ça va, renaissance, renaître, très souvent qui suit quelqu'un qui est mort et dont on ne veut pas parler. Sylvie, pareil. Attention, ce sont des règles générales, il faut à chaque fois, je ne suis pas pour les règles générales, il faut à chaque fois vérifier dans l'arbre ce que ça peut vouloir dire. Mais le langage des oiseaux, l'inconscient s'en sert sans arrêt. Pourquoi je suis secrétaire? Pourquoi? Il y a plein de choses qui ne sont pas systématiques, j'insiste, mais qu'il suffit de regarder avec des yeux un peu neufs, comme un martien, et ça saute aux yeux. Et c'est des répétitions et des répétitions. L'intérêt de faire un arbre, c'est que c'est tellement de répétitions qu'on se dit, bon ben là, ouais, je ne me cache plus, je vois qu'il y a ce problème-là. Et je le sais depuis toujours, en fait. Je le sais depuis toujours. Mon inconscient le sait depuis toujours. Donc, vous voyez l'intérêt de la psychogénéalogie. Et il y a un autre intérêt, c'est d'arrêter de se prendre pour le centre du monde. Parce qu'en psychologie, il y a un petit problème, c'est le grattage de nombril. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on sort un peu du grattage de nombril, c'est-à-dire c'est pas
que mon problème, c'est un problème de lien. C'est un problème de transmission. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas un moment elle est méchante, il y a un moment elle est comme ça, parce que grand-père était comme ça, et parce que grand-mère est comme ça, parce que on est plutôt dans une sorte de puzzle qui prend sa place, et il n'y a pas un bouc émissaire. Et je ne suis pas le centre du monde. Je fais partie d'un flux. Et moi, j'ai une place dans ce flux. Donc déjà, ça me plaît plus que le côté juste ressasser ses problèmes. C'est de les remettre dans une dimension beaucoup plus vaste. Et à chaque fois, il y a toujours ce rapport, étage à étage, qui se transmet. Bon, après, il y a des tas de choses techniques, et ça saute un étage dans certains cas, des fois non. Il y a le... Bon, c'est peut-être pas la peine. C'est peut-être pas la peine. Est-ce que ça intéresse que j'insiste plus là-dessus? Ça va, c'est assez? Pour l'arbre, ça suffit? Bien. Alors c'est pas la peine.